Très bien, je vous propose qu'on commence cette séance plénière. Je suis Lionel Delbos, responsable des questions économie, enseignement sup et tourisme à France Urbaine. France Urbaine, association des 110 métropoles, grandes agglos, grandes villes françaises, dont évidemment Dijon Métropole fait partie. Merci au CNER de nous donner la possibilité. C'est une première, c'est la première fois que France Urbaine est associée à ce forum, et donc merci de nous avoir confié, j'espère que vous ne le regretterez pas, la responsabilité de l'animation de cette plénière. Toutes nos excuses sur le côté non paritaire de cette tribune. Cela étant, la plénière de cet après-midi étant exclusivement féminine, normalement, sur l'ensemble de la journée, la parité en plénière devrait être équilibrée. Et quoi qu'il en soit, on va se garder 10 minutes, un quart d'heure de questions. Et je ne prendrai les questions que émanant de la part féminine de l'Assemblée. Comme ça, l'équilibre sera au moins en partie atteint. Messieurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez des questions à poser. En préparant cet atelier, cette plénière, on s'est interrogé sur un temps un peu plus long en se disant, après tout, et pour ceux qui m'ont déjà croisé, j'ai passé à peu près 25 ans à travailler sur ces questions de développement économique, d'implantation, d'immobilier d'entreprise. Et bien souvent, la question de la ressource foncière, immobilière, ce n'était pas une question, ce n'était pas un problème, c'était un invariant. Il y allait avoir du terrain, où il y avait du terrain, il y avait de l'immobilier, on allait construire du bureau, des locaux d'activité, des locaux artisanaux, etc. Le PLU prévoyait des zones à construire, etc. etc. Et vous me voyez venir, on sent bien quand même depuis quelque temps que ce qui était un invariant de base de l'attractivité économique et de l'implantation d'entreprises dans les territoires n'est plus aussi évident, voire, et on aura notamment l'occasion d'en discuter sur le territoire de Chambéry-Aix, voire est une pénurie déjà acquise, voire depuis plusieurs années. Ce qui permet aussi à certains territoires d'avoir pris un peu d'avance sur cette question de la gestion du sol économique et de l'impact que ça a sur l'attractivité d'un territoire. Et ce qu'on a voulu travailler ce matin, et exclusivement sous forme de solutions, puisque c'est le fil conducteur du forum, c'est quelles sont les réponses qui commencent à s'esquisser aujourd'hui sur les territoires pour réinventer l'attractivité immobilière et foncière, et comment les entreprises aujourd'hui que vous captez, que vous intéressez, que vous développez, que vous souhaitez implanter, comment elles réagissent à ces nouveaux projets, ces nouveaux produits, ces nouveaux concepts, ces nouveaux montages immobiliers qui viennent un petit peu modifier, même en profondeur, la donne dans les modèles économiques et les stratégies d'implantation et de développement. J'en ai fini pour l'intro. On va progresser, on va partir d'objets urbains pour aller vers un grand territoire. Et donc pour commencer, Thierry Bièvre, vous êtes président fondateur du groupe Elitis. Vous allez nous en dire quelques mots. Mais surtout, vous portez un projet immobilier un peu exemplaire, un démonstrateur. Alors c'est plus qu'un démonstrateur maintenant, vous allez nous l'expliquer, puisqu'il se duplique, il se réplique dans pas mal de territoires. Comment, déjà présentez-nous un peu ce concept, et puis après on expliquera comment ça a pris, entre guillemets, auprès des entreprises. Très bien, merci Lionel. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de pouvoir exprimer un petit peu la vision du groupe Elitis que je représente. Donc Thierry Bièvre, j'ai fondé cette entreprise en 2003. C'était un groupe d'ingénierie, donc spécialement axé, on va dire, sur la prestation intellectuelle dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et j'ai inscrit au fronton, on va dire, du développement de cette entreprise comme outil, en fin de compte, la vocation de répondre aux grands enjeux du XXIe siècle, donc le dérèglement climatique, la crise énergétique et toute la cohorte d'événements, on va dire, qui s'ensuit. Notre conviction chez Elitis, c'est que l'ingénieur doit changer de posture, c'est-à-dire qu'il doit avoir plutôt une posture d'explorateur, et j'aime bien, on va dire, parler d'ingénieur explorateur. Aujourd'hui, on est trop souvent dans la résolution de problèmes qui sont connus, acquis, répétés, alors qu'en fin de compte,
les grands sujets, on va dire, auxquels on doit répondre sont justement comment va-t-on faire face à cette hausse du climat, enfin à tous les problèmes de dérèglement, et donc plutôt se positionner à l'horizon 2050. Donc cette exploration, elle se fait voilà, en regardant le futur en face, pas en regardant nos problématiques actuelles, pour pouvoir justement essayer d'apporter une réponse de ce qui serait utile et idéal en 2050 pour pouvoir le ramener et donc extraire, on va dire, les bonnes solutions dès aujourd'hui sur ces problématiques. J'en profite également pour vous dire que je suis vice-président de l'Agence de développement économique, donc Dijon Bourgogne Invest, donc je suis un acteur local sur le plan économique, mais également, on va dire, investi, on va dire, dans l'activité du territoire, et je pense que c'est important qu'il y ait ce ruissellement entre la vie du territoire et l'entreprise, puisqu'elle est essentielle, y compris pour les collaborateurs. Et donc dès 2006, j'ai eu comme projet, on va dire, de réfléchir justement dans le thème de la problématique donc du climat sur comment pourrait-on faire un bâtiment qui soit autonome en énergie, qui nous permette de nous libérer totalement des énergies fossiles. On sait qu'aujourd'hui, on va dire, ces énergies fossiles, donc on parlait de rareté, mais aujourd'hui on sait que également elles ont un effet donc négatif en fin de compte sur les économies à cause de la géopolitique et de la spéculation. Et donc notre objectif était de vérifier si dans deux secteurs qui sont essentiels quand même pour la ville et les territoires, c'est-à-dire le résidentiel, le logement et le tertiaire, c'est-à-dire l'activité économique, on pouvait se passer de ces énergies fossiles. Donc on s'est lancé le défi de faire un bâtiment énergie positive qui est le siège social, enfin qui était le siège social jusqu'à il y a quelques mois encore du groupe Elitis, qui est un bâtiment qui juxtapose le Palais des Congrès. Donc voilà, si vous voulez le voir, il est facilement, on va dire, visible juste en mitoyenneté de ce Palais des Congrès, mais voilà, il a été conçu, imaginé par des ingénieurs qui avaient moins d'1 an d'expérience dans la vie professionnelle, parce que là c'est pareil, il a fallu en fin de compte trouver des astuces pour essayer de travailler, on va dire, sur la question du changement et comment fait-on pour imaginer quelque chose qui semble impossible à l'ensemble en fin de compte de la profession, ou tout du moins de l'écosystème. Et nous y sommes parvenus justement grâce à cette astuce, et je suis fier aujourd'hui de vous annoncer que ce bâtiment donc a été livré en 2009, donc il a été conçu 2006-2007, livré en 2009. Aujourd'hui, il a été distingué donc lors du dernier G20 India par le World Grid Building Council et donc les autorités énergétiques, économie d'énergie de l'Inde, comme figurant parmi les bâtiments les plus iconiques au monde en matière de développement durable. On n'avait pas fait ça pour ça, d'ailleurs on n'a pas concouru donc à cette distinction, elle est simplement tombée comme ça, tout simplement parce qu'il y avait du sens en fin de compte dans les travaux que nous menions. Nous souhaitions que le territoire puisse bénéficier d'un totem qui permette de dire, de rompre avec cette idée reçue qu'on est obligé de construire donc selon des réglementations. Il va falloir passer certaines étapes pour arriver à quelque chose qui soit convenable à la fois pour la biodiversité, pour l'humanité et pour la planète, alors que c'est faux, puisque déjà dès 2006 on était capable de faire des bâtiments avec de telles performances. Cette tour a donc été une première mondiale. On a réitéré donc en 2018 en livrant une tour à Strasbourg qui, elle, est mixte. Et donc là, il y avait la question justement donc du meilleur usage du sol. Donc voilà, pourquoi on fait des tours? Tout simplement parce que sur un terrain de 275 mètres carrés, on arrive à glisser 60 logements. Alors, c'est pas forcément un modèle, on va dire, qui est apprécié de nos concitoyens. C'est pas forcément un modèle, on va dire, qui est facile à défendre de la part des élus, parce que voilà, il y a quand même un obstacle ou dans notre inconscient collectif qui lutte contre les tours, mais je vous propose en sortant de Dijon, si vous prenez la route de Beaune et la route des Vins, vous passerez, on va dire, derrière le troisième bâtiment qui est la tour Elitis Arsenal, qui est notre nouveau siège social, mais est également un bâtiment énergie positive de 63 logements. Qui est qui marque l'entrée de la ville, qui est aussi totémique, et puis qui doit marquer les esprits au sens de nos concitoyens, puisque l'objectif de cette tour, c'est pas de faire de l'énergie positive, c'est pas simplement ça, c'est de répondre à encore une autre problématique qui est venue se glisser depuis 2003, c'est celle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, le prix de l'énergie est sans cesse en train d'augmenter. Il est forcément spéculatif, puisque on est tributaire en fin de compte des énergies fossiles et des producteurs d'énergie fossile. Donc l'objectif,
l'objectif, c'était de se dire comment on va pouvoir permettre à des ménages de vivre dans un logement sans avoir de facture énergétique à s'acquitter. On y est parvenu avec la deuxième tour de Strasbourg, qui était aussi une première mondiale, qui a été distinguée également par le gouvernement indien comme figurant parmi les 100 bâtiments les plus iconiques au monde. Alors c'était un 100% de réussite pour Elitis, puisqu'on avait fait que 2 bâtiments à cette époque-là, et les 2 figurent dans ce classement. Donc je suis très heureux qu'une société dijonnaise ait contribué à ce qu'il y ait un regard mondialisé, on va dire, sur les champs du possible en matière d'énergie positive. Juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe dans un logement à énergie positive, si on prend le retour d'expérience au Strasbourg, maintenant ça fait plus de 5 ans que cette tour est livrée, il faut savoir que 6 ménages sur 10 ont vécu avec une facture d'énergie tous usages confondus, c'est-à-dire ce qui se passe dans les communs, ce qui se passe dans leur logement, ce qui se passe quand ils cuisinent, quand ils sont sur un appareil multimédia, c'est une facture de moins 36 €. Donc ils ont gagné de l'argent en vivant dans leur logement, ce qui est quand même assez exceptionnel, voire même, on va dire, inattendu. Et tout ça parce que justement, on a intégré un troisième paramètre qui était celui, on va dire, comment on va motiver et accélérer la prise en compte et la prise en considération de l'usager. Et l'usager, en fin de compte, ne développe, on va dire, qu'une volonté, on va dire, de changer, on va dire, ses éco-gestes qu'à partir du moment où il est bien servi. Donc il faut d'abord lui délivrer du confort, et puis il faut lui donner un outil, et quand il sait que en laissant ses fenêtres ouvertes à tel moment, qu'en ne dégivrant pas son frigo, alors c'est toutes ces astuces qui sont amenées, on va dire, par un concept, une petite application digitale qu'on a créée qui s'appelle Aladdin, c'est un petit génie qui vous donne plein de conseils, eh bien on a réduit de 30% les consommations énergétiques qui ne sont pas affectées à l'immobilier, mais qui sont simplement affectées à la qualité d'usage. Voilà. Donc là, on a aujourd'hui une dizaine de projets, on va dire, qui sont dans le pipeline. On a même 23 au total. Là, j'en ai affiché quelques-uns pour vous montrer un petit peu quel type d'épure, de messages urbains on adresse. Alors, notre objectif n'est pas de faire des tours. Notre objectif est de démontrer que physiquement, sur les principes physiques, une tour, c'est beaucoup plus difficile de faire une tour qui soit très économe en énergie par rapport à un bâtiment simple. Et donc le message qu'on adressait aux élus et aux autorités du territoire, c'était de dire laissez-nous exprimer ce totem, et vous pourrez ainsi dire à votre écosystème que si c'est possible sur une tour, c'est possible sur l'ensemble des bâtiments, on va dire des purs classiques dans une ville. Néanmoins, il va bien falloir répondre à cette problématique de l'étalement urbain, et donc je pense que ce modèle de construction peut être aussi une des solutions qui est vertueuse pour notre avenir. Je terminerai par un point. La ville aussi, aujourd'hui, jusqu'à présent, a toujours été séquencée. C'est-à-dire qu'on fait un bâtiment de logement, on fait un bâtiment de logement social, on fait du tertiaire, on fait un ouvrage fonctionnel, etc., etc. Donc la mixité est importante, mais aussi la réversibilité est importante. Et donc on est titulaire depuis le mois de mars de cette année d'un permis de construire sans affectation, ce qui est une première. Alors c'est une première mondiale, parce que, mais bon, c'est une spécificité française, parce que pour lutter contre le carbone, en fin de compte, ce qui est important, c'est pas de planifier la ville, c'est de permettre à ce qu'elle existe. Et donc pour nous, faire un bâtiment qui permette tout type d'affectation de venir se greffer dessus sans qu'on ait planifié exactement l'usage est intéressant, parce qu'il laisse une liberté aux élus, à l'écosystème, au territoire, de laisser des opportunités à tout type d'usage qui pourrait se greffer. Avec le Covid, on a eu le télétravail, il y a le coworking, il y a des tas de nouveaux modes d'usage des bâtiments qui surviennent. Et je pense que si on veut vraiment décarboner nos villes, et puis moins construire, moins s'étaler, il va falloir des bâtiments qui permettent différents types d'usages, comme on peut le voir d'ailleurs quand on est en région parisienne. Si on traverse les boulevards, les grands boulevards, Haussmann et tout ça, quand vous regardez la façade, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça peut être du logement, ça peut être du tertiaire, ça peut être un autre usage. Et je trouve que cet exemple est assez intéressant à reproduire. Merci. Et les actifs qui viennent travailler dans ces bâtiments, ou qui viendront y travailler, ou les entreprises qui s'y intéressent, qui s'y sont implantées ou qui vont s'y implanter, comment elles appréhendent, parce qu'il y a quand même, vous l'avez mentionné, la question de la tour, de son acceptabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un plus, entre guillemets, ou un moins, ou un neutre, sur la façon dont les salariés qui viennent, les entrepreneurs qui viennent dans ces tours-là, est-ce qu'ils jouent le jeu? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que même pour les entreprises, c'est un facteur d'attractivité que de proposer à leurs salariés ou aux gens qui veulent recruter ce type d'immobilier? Si vous lisez toutes les études de sociologie actuelles, tout le monde est vertueux.
C'est-à-dire que tout le monde, quand il s'agit de lui-même, se considère vertueux. Et donc, ce message-là, il faut en tenir compte. Et donc, quand vous voulez donc donner de l'attractivité à une ville ou à une entreprise, vous êtes obligé, on va dire, de répondre, en fin de compte, à cette quête de sens que demande chacun de nos concitoyens, à savoir, moi, je veux vivre sans polluer. Donc, si je travaille dans un bureau ou si j'utilise un logement qui a un impact négatif sur l'environnement, la biodiversité, etc., je vais être moins fier. Et donc, ça va créer un frein, en fin de compte, à cet accès soit au travail, soit au logement. Et donc, je pense que les entreprises ont tout intérêt aujourd'hui à déclencher, on va dire, des phases, on va dire, d'amélioration, on va dire, de leur concept, y compris bâtimentaire, pour attirer les nouveaux collaborateurs, collaboratrices, parce qu'il y a cette quête de sens, on va dire, qu'aujourd'hui est très encastrée dans la société. Et il faut pouvoir prouver, justifier, sans greenwashing, donc sur le résultat, parce qu'on fait beaucoup de greenwashing dans la construction verte, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que nous, on a choisi l'énergie, parce que je pense que sur le plan carbone, le premier vecteur intéressant, c'est quand même, et celui qui est quand même le plus universel, c'est de se priver des énergies fossiles. On n'en produit pas. Donc, quand on devient indépendant par rapport à ces énergies fossiles, on répond à la fois donc à une problématique environnementale, mais également on se libère et on ne vient pas donc aggraver les situations géopolitiques, on va dire, qu'on vit actuellement. Dernière question sur la question de la réversibilité. Bureau, logement, logement, bureau. Est-ce qu'aujourd'hui ça prend? Est-ce que parce que c'est un peu une utopie qu'on évoque beaucoup à Paris et un petit peu au-delà, notamment dans la perspective de friches tertiaires qu'on nous annonce relativement importantes dans les 10 ans qui viennent. Le potentiel de transformation de bureaux en logement, vous l'anticipez? Est-ce que c'est un élément qui stimule, qui attire les investisseurs, ou au contraire qui les fait douter, parce qu'ils ont plutôt tendance à raisonner un immeuble de bureau, un hôtel, vous l'avez dit, un immeuble, une résidence-service, mais le tout réversible, ça peut être un peu effrayant pour un investisseur, ou au contraire ça les fait venir? C'est tout le contraire. La crise actuelle, on va dire que des taux, puisque l'inflation a généré, on va dire, une valeur du loyer de l'argent qui augmente, donc un risque, une liquidité, on va dire, plus complexe pour les investisseurs. Donc les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est se dérisquer. Pour se dérisquer, c'est d'acheter un bien, on va dire, qui va pouvoir, en fin de compte, avoir différents types d'usages avec un mécanisme qui sera le moins coûteux pour eux si jamais ils avaient à le faire. Donc de travailler sur la réversibilité d'un bâtiment neuf ou d'acheter un actif qui est facilement réversible, c'est forcément, on va dire, des cibles qui suivent. Moi, j'ai à tous les investisseurs avec qui je travaille quasiment que là-dessus. Et puis, on sait très bien que le marché, en fin de compte, de la construction va être le marché de la réhabilitation, c'est le marché du futur, puisqu'on va arrêter de s'étendre. Donc, on va retravailler, on va dire, sur les actifs existants. Il y a certains actifs qu'on peut considérer obsolètes, mais qui, quand on les regarde bien, c'est des experts compétents qui les observent, on est capable de faire des bâtiments très performants avec une forme d'obsolescence, parce qu'on a un regard, on va dire, qui est figé avec une monoactivité. Merci. Jean-Patrick Masson. Je vais terminer juste sur un mot. J'ai oublié de dire quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que faire de l'énergie positive, faire du décarboné ou faire du bâtiment réversible en réclamant des subventions et que ça coûte plus cher, ça ne marche pas. Donc tous les bâtiments, nous, qu'on a réalisés aujourd'hui, se sont faits sans l'aide, on va dire, de subventions particulières. Donc ça a toujours été, on va dire, des bâtiments de construction à coût standard. C'est aussi le message qu'on veut faire passer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la matière grise, en partant d'une feuille blanche, en retravaillant, on va dire, un petit peu nos préjugés, enfin en combattant nos préjugés plutôt, on est capable de faire des bâtiments qui sont plus esthétiques, plus confortables et qui répondent aux enjeux de 2050. Parfait. Jean-Patrick Masson, vous êtes vice-président de la métropole de Dijon. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes très sollicité, mobilisé, y compris à France Urbaine. Et bienvenue chez vous, quelque part. On va élargir un petit peu l'échelle, passer du bâtiment au quartier. Et parlez-nous donc de Response, de cette opération dijonnaise, qui élargit peut-être quelque part à un quartier, à un morceau de ville, ce que Thierry Bièvre vient de nous proposer pour un immeuble. Alors effectivement, bonjour à toutes et à tous. On est sur finalement le droit fil de ce qui a été exposé là, c'est-à-dire que la préoccupation de départ est la même, c'est-à-dire que nous sommes dans l'obligation tous de travailler sur la ville
de telle manière à ce que celle-ci puisse accueillir les habitants dans des conditions qui sont des conditions les plus intéressantes possibles pour leur quotidien, mais aussi avec des coûts associés et des émissions les plus faibles possibles. Donc ce qu'on a lancé, c'est effectivement, alors je suis désolé pour ceux qui étaient là hier, sont venus à la métropole pour entendre ce qu'on avait à dire sur Response, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais le principe général est assez simple. On sait qu'on a un immobilier, qui soit d'ailleurs logement, tertiaire, qui est un immobilier présent encore pour des décennies. Et donc, travailler sur cet immobilier, le rendre à nouveau au standard actuel, utilisable pour les décennies qui viennent, est forcément une bonne opération. Donc, une bonne opération parce qu'on le sait, on n'utilise pas de terrain nouveau. Une bonne opération parce que, également, on n'a pas à déconstruire, qui a toujours un impact. Et puis, une bonne opération aussi pour les gens, parce que souvent, les gens, ils ne souhaitent pas quitter leur quartier pour aller ailleurs. Donc, Response, c'est finalement à la fois de la rénovation énergétique des bâtiments, donc quelque chose d'assez classique, sauf qu'on est allé beaucoup plus vite que ce que vous voyez habituellement dans la plupart des quartiers. Deuxième élément, c'est produire de l'énergie renouvelable sur ce quartier à hauteur de 120% de ce que le quartier consomme. Donc ça veut dire qu'on s'engage à être... Alors, ça s'appelle des blocs à énergie positive, hein, c'est le terme européen puisque c'est un programme européen. Ces blocs à énergie positive, donc, non seulement sont autonomes, finalement, comme les tours de Thierry, mais en plus, ils revendent de l'énergie en proximité à d'autres. Ça s'appelle l'autoconsommation collective. Et donc, par exemple, je vais prendre la ville de Dijon, puisque je suis également chargé du patrimoine de la ville de Dijon par ailleurs. J'ai une école qui a été rénovée, qui a des panneaux photovoltaïques. Une école, ça a la particularité de ne pas être occupée au moment où il y a le plus d'énergie produite solaire, puisque c'est l'été et il n'y a pas d'enfants. Donc il y a plusieurs dizaines de bâtiments, 14 dans le quartier, mais au-delà, presque une trentaine, qui bénéficient de cette énergie en proximité qui provient de cette production. Donc, en étant finalement le principe qui vous a été exposé juste avant, à un périmètre beaucoup plus large. C'est vrai aussi pour ce qui est des logements, puisqu'il y a environ 1400 personnes, donc ça fait un peu plus de 580 logements, qui sont concernés par cette capacité à partager l'énergie renouvelable produite sur le quartier et qui provient également d'un réseau de chaleur qui est établi déjà depuis de longues années, qui est à énergie renouvelable pour l'essentiel. Hein, on est à vers 70%. Donc cet ensemble est destiné à fonctionner selon une modalité qui ne vise pas à l'autonomie pour l'autonomie, mais qui vise à l'efficacité sur le quartier, en ayant les dispositifs, et c'est une question qui se pose à nous de manière plus globale sur la métropole, des dispositifs de production d'énergie qui soient intégrés dans le bâti. Autrement dit, les grands champs photovoltaïques externes qui sont nécessaires hein, et qui consomment des territoires sont de vraies difficultés aujourd'hui. Une collectivité telle que la mienne, elle se pose la question de savoir où est-ce qu'elle met les hectares qu'on l'autorise à construire, sur quel type de projet. Est-ce que la quantité que nous permettra le ZAN en termes de développement sur la décennie qui va jusqu'à 2030, est-ce qu'on le met sur de l'habitat, de l'activité économique? Alors on a réglé le problème de l'habitat. Notre PLUI prévoit, sur la métropole donc, puisqu'il est intercommunal, prévoit 20 hectares sur 10 ans, donc 2 hectares par an pour le logement. Donc nous, on a réglé le problème de manière assez drastique. On reconstruit la ville sur la ville. Donc notre principe, c'est ça. Le reste de notre utilisation foncière est sur les activités économiques. Donc c'est un choix clair que nous avons fait, qui est antérieur à la loi sur le ZAN, hein, puisque notre PLUI a été adopté fin 2019. Donc voilà. Donc dans le quartier, on essaye de joindre reconstruction de la ville sur la ville, avoir de l'énergie en production
sur place, avoir des bâtiments les moins consommateurs possibles et avoir la participation de la population, parce que ce que nous a dit Thierry juste avant est très juste. Hein, si on n'a pas la population qui est de manière équilibrée, consentie et non pas imposée à elle, hein, qui est finalement actrice des problématiques énergétiques, ça ne fonctionne pas. Et ça vous sert de vitrine, de démonstrateur? C'est un lieu que on fait visiter aujourd'hui ou que l'agence de développement ici fait visiter? C'est un symbole, un emblème d'un quartier. Ça peut séduire une entreprise que d'avoir sur son territoire ou à proximité ce type d'opération? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que oui, on a beaucoup de demandes de visite, au premier rang des visites européennes. Hein, récemment, il y a eu la présidente de l'ANRU, par exemple, qui est venue. Donc, on a d'autres collectivités qui viennent voir. Donc, voilà, déjà, premier plan, tout ce qui est chargé de l'urbanisme et des problématiques d'énergie vient voir ce qui se passe à Dijon. La deuxième chose, vis-à-vis des entreprises, alors, il faut savoir que c'est un consortium de nature européenne. Hein, et donc, on est à 59 partenaires au plan européen, 13 nationalités différentes. Donc, dans ce consortium, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont consenti à venir faire l'expérimentation avec nous. C'est à peu près 80 innovations qui sont sur ce quartier. Et donc, évidemment que les entreprises sont intéressées par ces innovations. C'est du business juste derrière. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en disant « Ah, on voudrait intégrer le consortium ». Alors ça, je l'indique, ça c'est pas possible, puisque le consortium est un ensemble fermé au départ avec un engagement de chacun. Et donc, on commence en fait à faire de la dissémination, c'est-à-dire que ce qu'on apprend sur place en cours de projet, c'est un projet octobre 2020, octobre 2025, est déjà dupliqué. Et donc, il y a des entreprises qui effectivement viennent, voire même souhaitent s'implanter sur le territoire pour accompagner cette dynamique. Donc, ça a créé, ce qui vous a été exposé avant, ce qu'on fait aujourd'hui, a créé des dynamiques qui sont importantes. Et il y a pas mal d'entreprises européennes, en fait, non françaises, ce qui est un peu dommage, mais bon, qui viennent à Dijon voir et travailler avec nous. Donc, c'est intéressant de ce point de vue. Ok, merci. On en reparlera peut-être aussi via les questions. Régis Dormois, vous dirigez Chambéry Grand Lac Économie. Peut-être première question très simple, c'est quoi Chambéry Grand Lac Économie? Parce que c'est quand même une structure, enfin une organisation un peu atypique aujourd'hui dans le paysage du développement économique local. Oui, bonjour à toutes et à tous. Chambéry Grand Lac Économie, pour faire très simple, et il y a une carte qui va apparaître à l'écran, c'est le service économique de l'agglomération de Grand Chambéry et de l'agglomération de Grand Lac autour d'Aix-les-Bains. Donc les deux agglomérations en 2017 ont décidé de transférer la compétence économique, vous allez voir que ça a son importance, à ce syndicat mixte qui est géré de façon égalitaire entre les deux territoires, malgré la différence de poids relatif, que ce soit d'ordre démographique ou économique. Alors ce territoire, comme vous le voyez à l'écran, il a quelques caractéristiques qui sont plutôt des caractéristiques, à la fois des contraintes et des opportunités. Il est bordé par les montagnes. Donc ça, pour aller faire du ski, c'est plutôt pas mal. Vous avez au milieu le lac du Bourget, qui est le plus grand lac naturel de France. Donc là, pour se baigner, c'est plutôt pas mal. En revanche, pour développer des politiques publiques, que ça soit du logement, de l'économie, des infrastructures, du transport, ce sont des contraintes, bien entendu. Et ça nous caractérise depuis la nuit des temps, bien entendu. Ces caractéristiques-là se marient avec des contraintes qui s'imposent à nous, qui là aussi peuvent être, et les exemples qui ont été donnés avant, transformés en opportunités et qui s'imposent aussi à vous. Ce sont des contraintes, je dirais, réglementaires. On a parlé des décrets ZAN qui peuvent nous empêcher quantitativement de construire. On va voir que, heureusement, il y a des solutions. Là aussi, ça a été un petit peu abordé.
Mais il y a aussi des évolutions sociétales liées à la crise environnementale, liées aux réactions de nos concitoyens qui aujourd'hui peuvent voir d'un mauvais œil soit la construction d'une tour, soit la densification en milieu urbain, soit l'imperméabilisation de surfaces agricoles pour y faire du développement économique. Ce qu'on partage tous, bien entendu, nous aussi, nous sommes contraints de faire avec, encore une fois, multipliés par les contraintes physiques qui sont celles de notre territoire. Donc le syndicat mixte qui a été créé, Chambéry Grand Lac Économie, a cette spécificité possédant la compétence de développement économique d'être à la fois l'aménageur des parcs d'activités et le commercialisateur des parcs d'activité. Il se trouve que dans mon expérience professionnelle, j'ai pu travailler en agence de développement, j'ai pu travailler au sein de collectivités, toujours au sein de services économiques qui avaient pour mission de vendre le territoire, comme vous le faites tous. Et puis, il y avait ce petit regret de ne pas pouvoir produire ce qu'on allait vendre parce que ça allait jamais assez vite, parce qu'il n'y en avait jamais assez. Hein. Là aussi, on l'a abordé. Là, je me retrouve aux manettes d'un outil qui a cette mission de produire. Alors malheureusement, ça ne va pas toujours plus vite et on ne produit pas toujours plus que ce qu'on souhaiterait. Mais en tous les cas, nous avons la responsabilité, quand je dis nous, c'est les élus qui sont autour du conseil syndical et des techniciens, de produire avant de vendre. Et cette responsabilité, elle nous appartient complètement. Et dans le contexte que je viens de vous décrire, que vous connaissez parfaitement bien, c'est très compliqué de produire du foncier économique, comme c'est compliqué de produire du foncier pour n'importe quelle politique publique aujourd'hui. Du coup, on s'est attelé à la tâche depuis quelques temps, puisqu'encore une fois, les contraintes physiques s'imposaient à nous depuis un moment. Nous allons éditer d'ici la fin de l'année un livre blanc qui doit permettre à toute collectivité du territoire, tout investisseur, tout promoteur de pouvoir trouver des outils qui leur permettra à la fois de renverser ces contingences quantitatives, comment je fais quand je manque de foncier, mais aussi de mettre en place les atouts qualitatifs des programmes que vous avez développés, parce que nous avons bien entendu cette vision qualitative-là. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu. Il y a des mots qui ont été cités qui sont importants. Je pense au PLUI. Grâce à cet outil-là, vous avez quand même une force de frappe du côté des collectivités pour aller vers plus de densité, pour aller vers des modèles plus vertueux que ceux du passé. Et en plus, ça ne coûte pas grand-chose. Vous avez un axe qui est la requalification. On a entendu parler de reconstruire la ville sur la ville. Et bien entendu, il va falloir, et nous avons déjà commencé à reconstruire les parcs d'activité sur les parcs d'activité. En ce qui concerne notre territoire, les principales zones qui datent des années 60, 70, 80 ont une occupation des sols qui est à 0,24. En plus, c'est la France moche, hein, au niveau architectural, c'est très mauvais. Donc, beau potentiel. Donc, l'introduction d'ailleurs de ce livre blanc, c'est le fait que si on veut avoir jusqu'à 2030 le même nombre de mètres carrés construits que ceux qui ont été construits sur les 10 années précédentes, il suffit, et je souligne bien il suffit de construire 600 mètres carrés de bâtiments par parcelle d'1 hectare. C'est pas si énorme que ça, et ça semble possible. Alors ça semble possible pour la puissance publique lorsqu'elle impose des choses par le PLUI, ça semble possible par la puissance publique lorsqu'elle rachète des ténements et qu'elle lance des programmes pour densifier, mais ça peut être possible également avec des opérateurs privés qui s'emparent de cette boîte à outils pour mettre en œuvre ces outils de densité, d'excellence architecturale, environnementale. Donc c'est un jeu public-privé. Et puis dans cette boîte à outils, on en a mis un qui s'appelle le bail à construction. Là, c'est un peu une gageure que France Urbaine m'impose, c'est d'essayer de de vous expliquer dans un premier temps, et puis de vous vendre le bail à construction. Le bail à construction, c'est quoi? C'est dire jusqu'à présent, depuis les années 60, enfin l'après-guerre et puis les années 60, les collectivités aménageaient au sens large, aménageaient des terrains, les vendaient, et puis le propriétaire en faisait ce qu'il voulait. Des fois ça se passait bien, des fois ça se passait moins bien. Astérisque, France moche.
Une autre spécificité de ce Chambéry Grand Lac Économie, c'est que dans les structures qui ont été réunies, les 4 structures, les 2 services économiques et 2 syndicats mixtes, il y avait eu une expérience de bail à construction depuis 10 ans sur un parc d'activités qui s'appelle Savoie Technolac, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un parc thématique autour des énergies décarbonées et pour lesquels les élus, depuis sa création, c'est une ancienne base de l'armée de l'air qui accueillait des hélicoptères, donc les élus ont souhaité faire une zone d'activité thématique et donc ont souhaité contrôler, maîtriser les entreprises et les organismes de formation qui s'implanteraient sur ce territoire-là. Ils ont aménagé une première ZAC, ça s'est plutôt bien passé avec un comité d'agrément et les terrains étaient vendus. Ce qui fait qu'au bout de 2-3 reventes, au bout de 2-3 baux qui ont été signés avec des entreprises, le lien avec la filière thématique du départ s'est un petit peu distendu. Et donc les élus, il y a 10-12 ans, ont décidé pour la 2e ZAC de Savoie Technolac de commercialiser ces terrains en bail à construction et non pas en cession de propriété. Alors le bail en construction, très très rapidement, il y a 2 choses à retenir. Un, c'est la même chose que de la cession de propriété en termes de droits réels. C'est exactement les mêmes caractéristiques. La différence, et c'est le 2e point, c'est que bien entendu, il y a un terme à ce bail, ce qui n'est pas le cas lorsque vous cédez de la propriété. Et la conséquence, c'est que comme c'est un bail, pour le chef d'entreprise, pour l'investisseur, en tous les cas le primo-investisseur, il a la possibilité de déduire le coût du terrain de ses amortissements. Enfin, il peut l'inclure dans ses amortissements, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il achète du terrain. Et puis bien entendu, lorsque il a fallu commercialiser cette ZAC en bail à construction, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Et pourtant, 10 ans après, 15 baux ont été signés, l'intégralité des lots ont été commercialisés parce que, d'une part, les entreprises qui se sont implantées dans le cadre de ces bails à construction souhaitaient ardemment être présents sur le territoire de Savoie Technolac. Et d'autre part, la rentabilité des opérations qui s'est développée était au moins la même que celle qu'ils auraient pu avoir s'ils étaient en pleine propriété. Donc, malgré des contraintes psychologiques, financières dans un premier temps, qui ont été démontées petit à petit, ce programme a été un succès. Et donc, vous avez maintenant fait le choix de massifier, tout à fait, systématiser ce depuis décembre 2022, donc tout récemment, l'intégralité, à la suite de l'exemple de Savoie Technolac, l'intégralité des terrains publics commercialisés par Chambéry Grand Lac Économie sont commercialisés sous bail à construction et non plus sous transfert de propriété. Alors l'intérêt pour la collectivité, vous le comprenez très rapidement, c'est quand vous avez un bail, vous suivez de façon beaucoup plus serrée ce qui se passe sur votre territoire dans le cadre du bail, alors qu'une fois que vous avez cédé la propriété, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis surtout, à l'issue du bail, qui est un bail de très longue durée, entre 18 et 99 ans, eh bien, vous reprenez le contrôle de votre territoire pour soit continuer à faire de l'activité économique, soit demander, dans le cadre de la réversibilité, d'aller vers du logement, etc., etc. C'est-à-dire qu'avec cet outil-là, le collectif, le public, le territoire garde le contrôle de ce qui se passe sur le territoire. Et lorsque vous êtes en période de forte pénurie de foncier, et que vous voulez continuer à faire du développement économique, c'est plutôt important, aujourd'hui, demain et après-demain, de continuer à avoir ce foncier économique, d'avoir le contrôle de ce foncier économique, alors que les créations de parcs d'activités Greenfield, comme on a pu en connaître ces 50 dernières années, on peut se dire que c'est quasiment terminé. On vit les derniers jours des terrains agricoles qu'on imperméabilise pour mettre des industries. Et est-ce que ça s'accompagne, comme vos voisins et amis d'Annemasse, par exemple, d'un travail de reconstitution d'un portefeuille foncier? Vous achetez ou rachetez des terrains économiques déjà viabilisés pour ensuite les densifier, les remettre sur le marché via des baux à construction? Oui, tout à fait. C'est exactement la démarche. C'est ce que j'appelais requalification tout à l'heure dans la boîte à outils. C'est très efficace aussi, ça marche très bien. Il y a un exemple de bâtiment sur une diapo suivante qu'on a fait ici sur le parc de la Cassine, qui est un parc d'une 20aine d'hectares collé à la gare TGV en plein centre de Chambéry, où le groupe Édouard Denis investit quelques dizaines de millions d'euros pour construire ces 10 000 m² de bâtiments, logements, bureaux et co-living.
Voilà, donc ça c'est un programme de requalification. Le seul tout petit problème, c'est que la requalification, ça coûte très très cher, puisqu'il faut racheter du bâti, le détruire, le dépolluer, le désamianter, j'en passe et des meilleurs, pour ensuite le remettre à la vente. Quand on parle du parc de la Cassine, c'est dans mon portefeuille de projets, le plus gros projet, c'est la moitié de mon plan pluriannuel d'investissement, mais c'est aussi mon plus gros déficit. Voilà, donc c'est un outil, ça ne doit pas être le seul. Je reviens sur le bail à construction, parce que, encore une fois, si demain vous voulez être en contact, et je pense que c'est votre métier, avec des chefs d'entreprise, des promoteurs qui veulent investir chez vous, et que vous leur donnez, en échange de leurs beaux euros, un outil juridique qui est moindre que le transfert de propriété, vous allez me dire que ce n'est pas très attrayant, très attractif pour pouvoir vendre votre territoire. J'insiste bien sur un point, avec les contingences qui s'appliquent à nous, sociétales, sociales, environnementales, j'en passe et des meilleurs, du foncier, il y en aura de moins en moins. Donc si jamais, et c'est un message, je dirais, que je fais passer notamment aux politiques qui sont présents dans cette salle, si jamais un projet ne se fait pas chez vous parce qu'un chef d'entreprise ne souhaite pas aller vers le bail à construction, c'est pas très grave, vous avez cet actif qu'est le foncier qui reste, et demain, ça sera un autre promoteur, un autre chef d'entreprise qui viendra. Ça demande du courage politique de pouvoir rester sur cette position-là. Et ça demande aussi, Régis, de l'ingénierie. C'est-à-dire que dans les effectifs de votre syndicat mixte, mais on va dire de votre agence, il faut que vous ayez des spécialistes, parce que le bail à construction, même si vous l'avez présenté de façon très claire et pédagogique, ça se gère pas comme une vente simple et sèche. Tout à fait. Il faut avoir un notaire qui s'y connaît, il n'y en a pas tant que ça. C'est un outil des années 60 qui était tombé en désuétude, le bail à construction, donc il n'y a pas grand monde qui connaît cet outil-là. Il faut trouver le bon notaire, j'ai des adresses à vous donner. Il faut convaincre les experts comptables, les banquiers, les conseillers d'entreprise des caractéristiques, parce qu'il y a déjà une méconnaissance de l'outil. Donc ça, c'est une première pédagogie. Deuxième acte de pédagogie, c'est vis-à-vis des investisseurs. J'investissais tant de millions, tant de dizaines de millions. C'était pour moi, quand je l'aurais revendu, pour mes héritiers, pour l'éternité des temps. Là, ça va être pour une durée limitée. Intellectuellement, financièrement, c'est quelque chose qu'il faut expliquer le pourquoi des choses, pourquoi la collectivité a intérêt à garder la propriété du sol, pourquoi c'est un gage de qualité pour l'environnement du bâtiment, de l'investissement qui va être construit, pourquoi, et là aussi je me retourne vers les politiques, pourquoi c'est important de mettre du foncier à disposition des chefs d'entreprise qui ont un, entre guillemets, vrai projet d'entreprise pour de l'économie de production, pour la création de nouveaux bâtiments, notamment des bâtiments vertueux, et non pas de mettre du foncier par le biais du transfert de propriété ad vitam aeternam pour créer une rente immobilière et foncière avec souvent du patrimoine qui se dégrade, mais des loyers qui tombent toujours à la fin du trimestre. Voilà, ça s'explique. Il y a des éléments financiers. Je parlais de l'amortissement qui permettent de compenser les effets psychologiques du bail à construction par rapport au transfert de propriété. Et du coup, la réaction des chefs d'entreprise est différenciée mais assez claire. Vous avez les grands groupes qui louent, qui ont une foncière qui fait l'intermédiaire. Le bail à construction, ce n'est pas un sujet. Elle loue sur 12 ans. L'emprunt, il est sur à peu près la même durée pour l'investisseur. Ce n'est pas un sujet. On n'a aucun problème là-dessus. Pour les promoteurs, il faut que le temps soit suffisamment long pour qu'ils puissent rentrer suffisamment d'argent dans un premier temps. Et quand ils sont investisseurs, c'est d'autant plus vrai sur la durée. Et ça passe aussi. J'ai eu le cas, pour l'anecdote, d'un promoteur avec qui on avait travaillé en pleine propriété il y a quelques années. Il nous présente un nouveau projet. On dit banco. On lui dit, mais c'est en bail à construction. Il me dit, mais je tombe de la chaise. Il va falloir que je reconsidère ma proposition. Il se trouve qu'on est au 3e étage du bâtiment. On a descendu ensemble les 3 étages du bâtiment, arrivé au rez-de-chaussée. Il m'a dit, c'est bon, j'y vais. Parce qu'ils réfléchissent vite, ces gens-là. Le point problématique, et c'est quand même l'essentiel des entreprises avec lesquelles nous travaillons, en tous les cas c'est mon cas, sont les PME, notamment celles qui ont une vision patrimoniale. Il y a 2 cas de figure.
Les PME qui sont en location, qui sont dans ces fameuses passoires thermiques qui datent des années 60, des années 80, et qui, eux, ne souhaitent qu'une chose, c'est déménager. Et le bail à construction, c'est toujours mieux que la location, de façon à avoir des conditions de travail correctes, de pouvoir agrandir aussi leur production. Et donc là, ce n'est pas un souci. Le point problématique, c'est le chef d'entreprise qui commence à avoir un certain âge, qui se dit « je vais acheter un terrain, je vais assurer un nouveau bâtiment pour mon entreprise, je vais revendre mon entreprise, mais je vais aussi transmettre mon bâtiment à mes enfants qui le transféreront à mes petits-enfants, etc., etc. » Et à ces gens-là, on leur dit « bah non, ça ne va pas être comme ça, parce que le métier de développeur économique, de développement économique, la politique publique de développement économique, ce n'est pas d'assurer une rente immobilière à des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, etc. En revanche, comme on est dans le bail à construction sur des durées très longues, ça peut assurer sa retraite et ça peut même assurer un petit pécule à ses enfants. Merci.